Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo, aujourd'hui, je me suis entretenue avec Simon Thuot, il est docteur en égyptologie et vous le connaissez peut-être grâce à sa chaîne YouTube qui s'appelle Le Phare à On. Si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande très chaudement, allez regarder toutes ces vidéos. La vidéo d'aujourd'hui, elle est un petit peu particulière parce qu'on ne va pas parler d'un champ de recherche ou d'un sujet, on va parler des rapports entre l'égyptologie et la pseudoscience, les on-dit, les mythes. Bien entendu, on n'aborde pas tout, on est très loin de ça, on n'a pas assez de temps, on vous parle principalement du sphinx des pyramides. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à partager, à mettre j'aime. C'est parti, et on écoute. Bonjour Simon. Bonjour Laetitia. Et bienvenue sur cette petite chaîne, je suis très ravie de t'avoir avec nous. Moi aussi, merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir. En fellow YouTuber. C'est ça. Aujourd'hui, on a une vidéo un petit peu spéciale puisque on fait une vidéo de vrai contre faux ou faux contre vrai sur les on-dit, sur les on pense que dans l'Égypte antique. Je n'en dis pas plus puisque tu vas en fait tout nous expliquer, nous expliquer en 20 minutes ce qu'on peut expliquer. Et peut-être qu'on peut commencer sur la question de pourquoi est-ce qu'au final on a autant de théories et autant de ce qu'on appelle pseudosciences sur l'Égypte antique? Oui, alors c'est vrai que l'Égypte a suscité énormément de théories très farfelues, de la plus à la moins fantastique, plus que beaucoup d'autres civilisations anciennes, notamment quand on compare à la Mésopotamie, à la Grèce, etc. On retrouve un petit peu aussi ces pseudosciences, mais l'Égypte est particulièrement frappée de la même manière que l'Égypte ancienne fascine un public beaucoup plus large que beaucoup d'autres périodes chronologiques ou beaucoup d'autres ères géographiques. Il y a une vraie fascination pour l'Égypte depuis très longtemps, notamment en France et dans le monde occidental. Et c'est vrai que du coup, cette fascination, ça crée autant d'attraction pour la véritable histoire égyptienne en elle-même que pour les pseudo-hypothèses, théories qui peuvent circuler ensuite. Alors, cette fascination, elle a évidemment plusieurs origines. On pense tout de suite à l'expédition d'Égypte à la transition 18e-19e siècle avec Bonaparte, qui a évidemment contribué à développer le goût de l'Égypte en France et en Europe en général, découverte de la pierre de Rosette, déchiffrement des hiéroglyphes qui intervient une vingtaine d'années plus tard. Et cette fascination, évidemment, elle est liée notamment aux hiéroglyphes, puisqu'on ne savait pas les lire jusqu'à la découverte de Champollion, donc on ne savait pas trop ce que ça disait, est-ce que c'était des signes magiques, est-ce que c'était des symboles qui transcrivaient une langue, etc. Beaucoup de questionnements. Le fait que l'Égypte ait laissé des monuments parmi les plus colossaux de l'histoire ancienne, et parmi les mieux conservés aussi, quand on compare notamment aux vestiges gréco-romains qui beaucoup sont effondrés. En Égypte, beaucoup de monuments sont encore debout, on pense évidemment aux pyramides en premier lieu, donc ça joue dans cette fascination, les voyageurs ont ramené beaucoup de peintures et d'écrits là-dessus. Et puis les momies aussi qui n'ont pas cessé de fasciner les foules. Comment est-ce qu'on a pu conserver des corps aussi bien? Est-ce qu'il y avait des malédictions autour de ces momies? Est-ce qu'elles avaient des pouvoirs magiques? On a retrouvé de la poudre de momie dans la pharmacopée ou dans la peinture au XIXe siècle par exemple. Donc tout un lot en fait, d'éléments qui ont créé une vraie passion, notamment française, pour l'Égypte. Et cette passion, notamment transmise par l'orientalisme de l'époque moderne, la franc-maçonnerie, les sociétés secrètes et tout ça, toute cette aura de mystère et de magie autour de l'Égypte et d'ancienneté a fait qu'on fleurit énormément d'hypothèses et de pseudo-théories sur la construction des pyramides, ce que signifient les hiéroglyphes, le savoir secret des anciens Égyptiens. On voit encore aujourd'hui les documentaires, si tu mets pas mystère ou secret dans le titre, voilà, ça marche moins. Donc il faut toujours que l'Égypte soit liée au mystère, au secret. C'est devenu un indispensable. Donc voilà, évidemment, toutes ces pseudo-hypothèses, elles partent notamment de cette fascination qu'exerce l'Égypte depuis plusieurs siècles sur l'Occident et notamment en France. Et du coup, tu vas nous parler de deux des principales théories que sont, du coup... Oui, alors les pyramides, bien évidemment, hein, et les pyramides de Gizeh en particulier, celle de Khéops même encore plus particulièrement, et le Sphinx qui les accompagnent. Donc les pyramides,
il y a tout un pan de la pseudo-science qui traite des pyramides égyptiennes et de la pyramide de Khéops en particulier, avec une question centrale, comment ont-elles été construites? Est-ce que ce sont les anciens Égyptiens? Est-ce qu'ils ont été aidés par d'autres populations ou d'autres espèces terrestres ou non? Bref, tout ce qui est connu sous le nom de pyramidologie et que en égyptologie et en dehors, on peut appeler parfois la pyramidiologie, hein, les pyramidiaux qui pensent avoir percé un secret qui au fond ne fascine qu'eux, puisque même si les égyptologues cherchent toujours à expliquer à 100% comment ont été faites les pyramides, il n'y a pas toute cette fascination presque mystique qu'il y a dans le courant de pyramidologie, où là on est encore au-delà de l'architecture, on est vraiment dans de la recherche de vérité, comme le disent ceux qui sont les tenants de ces hypothèses. Donc des hypothèses autour de la construction des pyramides, il y en a eu plein, des plus crédibles aux moins crédibles. Quels sont les moins crédibles? Oui, voilà. Parmi les moins crédibles, ou en tout cas parmi celles qui ont été le plus de fois démontées, mais qui continuent à avoir un gros impact auprès du public, on trouve notamment la théorie des pierres moulées, qui a été portée notamment par Joseph Davidovits dans les années 90. Selon cette hypothèse, les pyramides ne seraient pas faites de pierres taillées, mais de pierres moulées avec un mélange de calcaire, de natron, de chaux, mélangé dans de l'eau, voilà, qui aurait ensuite été versé dans des moules et placé pour construire la pyramide. Cette hypothèse, elle a été démontée de façon assez claire et simple par les archéologues et les égyptologues eux-mêmes. Les pierres de la pyramide de Khéops et des pyramides en général sont des pierres taillées qui viennent de Toura, d'Assouan, de Giza, bref, des grandes carrières de l'Égypte ancienne. Mais malgré tout, cette théorie des pierres moulées a été reprise dans d'autres hypothèses plus ou moins farfelues et connaît toujours un succès assez important aujourd'hui pour diverses raisons, notamment le fait que les arguments mis en avant sont crédibles, ça paraît crédible parce que la personne qui les explique met en avant un background physique, scientifique, qui est ce qu'il est, mais en tout cas qui peut paraître crédible quand on y regarde vraiment de façon très rapide. Et cette hypothèse continue d'être étayée par plein de pseudo-scientifiques, malgré le fait qu'elle ait été démontée à de très nombreuses reprises et qu'elle n'ait aucun fondement historique. En dehors de cette théorie, de cette hypothèse, parce que toujours ce débat entre hypothèse, théorie, qui ne sont pas tout à fait synonymes, en dehors de cette hypothèse, on a aussi plus récemment, en 2019, il me semble, un pseudo-documentaire qui nous parle de lentilles géantes de plusieurs mètres de diamètre qui auraient servi à faire fondre la pierre pour ensuite la mouler et construire les pyramides à l'aide de cette pierre fondue et reconstituée. C'est très gigantesque ça comme hypothèse. Ah oui, C'est complètement fou. Alors, le réalisateur de ce documentaire n'est pas du tout égyptologue, d'ailleurs il ne se présente pas comme tel. Il a été interviewé par de nombreux youtubeurs notamment qui ont démonté son hypothèse très facilement. En gros pour lui, donc, la lentille géante était placée dans l'axe du soleil, elle chauffait la pierre à environ 2000-2500 degrés pour la faire fondre et ensuite reconstituer les blocs. Bon. Là, pour le coup, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'être spécialiste en physique ou en architecture pour se douter que les Égyptiens n'ont jamais construit de telles lentilles. On n'a aucun vestige archéologique, aucune trace dans les documents que nous ont laissés les Égyptiens. Et puis même techniquement, c'est complètement aberrant. Et puis ce serait beaucoup de travail pour rien au final. Il faut construire une lentille, il faut que ça fonde, il faut qu'on reconstruise les blocs. Ça sert pas à grand chose. Tout à fait, c'est aberrant sur plein de plans. Mais ce documentaire, comme beaucoup d'autres, notamment parce qu'il prenait une forme très propre et fondée sur des calculs mathématiques qui, pour un néophyte, peuvent paraître tout à fait justes, ce documentaire a connu quand même un vrai succès, moins que les pierres moulées dont j'ai parlé juste avant, mais il a connu un gros succès et il a fallu quand même tout un travail de démontage et de détricotage de cet argumentaire qui n'a aucune réalité égyptologique et même technique. Donc ça montre bien qu'encore aujourd'hui,
il y a un goût pour ces pseudo-hypothèses et une vraie volonté d'un certain public de s'alimenter auprès de ces scientifiques qui se déclarent en dehors de la science officielle. Et encore, là, je parle simplement d'hypothèses qui sont répandues et qui ont connu un gros succès, mais il y en a énormément d'autres, hein. Les pyramides sont des pistes d'atterrissage pour les extraterrestres, ce sont des blocs emmagasinant l'énergie magnétique terrestre au profit de technologies d'êtres supérieurs, ou même à l'époque classique chez les Romains, comme quoi c'était les greniers à blé de Joseph dans la Bible, etc. Tout un tas d'hypothèses plus ou moins récentes, plus ou moins dingues, mais qui montrent bien le goût d'un certain public, nombreux, pour ce genre d'hypothèse qui se démarque de la discipline égyptologique et qui va chercher au-delà de ce que les égyptologues en fait expliquent et qui est souvent beaucoup moins fantastique, beaucoup moins merveilleux que ce qu'on peut voir dans ces pseudo-documentaires. Et pourquoi est-ce que tu penses que malgré les différentes phases où on montre que ce n'est pas possible, certaines personnes ont toujours besoin de revenir à l'incroyable? Est-ce que c'est parce qu'ils ont besoin peut-être de rêver ou de croire en fait? Peut-être tout simplement de croire quoi. Il y a évidemment une grande part de l'explication qui est celle-ci. Il y a ce besoin de se rattacher à du magique ou en tout cas de l'exceptionnel pour s'extraire de l'histoire effective, qui est souvent beaucoup moins sensationnelle que ces hypothèses. Et il y a aussi le fait que si ça marche autant, c'est parce que construire ce genre de théorie complètement farfelue, ça demande un argumentaire qui est parfois travaillé, mais qui est beaucoup moins technique et complexe à appréhender que la réalité archéologique et historique, qui, elle, demande un nombre de facteurs et un faisceau d'arguments qui va chercher dans des choses beaucoup plus difficiles, ou en tout cas beaucoup plus nombreuses à imbriquer, et surtout qui laisse parfois des questions en suspens. Le travail de l'historien, des fois, on ne peut pas répondre à la question qu'on nous pose. Quand on demande, n'importe quel égyptologue a déjà connu cette situation devant un néophyte, alors, comment on a construit les pyramides ? C'est impossible de dire à cette personne, écoute, c'est très facile, assieds-toi, donne-moi une feuille et un crayon et je vais te montrer comment. Parce qu'on ne sait pas. On a des hypothèses plus ou moins étayées archéologiquement, mais on ne peut pas y répondre. Et ne pas répondre, c'est aussi faire preuve d'un esprit critique et d'une méthodologie propre à la science et notamment à l'histoire. Et en fait, le fait qu'on ne réponde pas aux questions laisse beaucoup de gens sur leur faim et donne un sentiment de frustration auquel les hypothèses dont on vient de parler viennent répondre. Vous êtes frustré parce que l'histoire et l'archéologie officielle ne répondent pas à vos questions. Moi, j'ai les réponses à vos questions. Et ces réponses, c'est ça, ça, ça. C'est des choses très, très carrées, très faciles à emmagasiner, très faciles à comprendre et qui donnent au spectateur un sentiment de satisfaction d'avoir compris quelque chose qui, de base, a l'air compliqué et qui sort de l'histoire officielle. Ouais, et vas-y. Oui, justement, je t'en prie. C'est-à-dire pour illustrer ça, justement, discuter plusieurs fois avec certains de mes étudiants sur ce sujet-là, qui fascine les étudiants aussi. Et la chose qui revient, en fait, souvent pour les pyramides, que c'est pas les Égyptiens qui l'ont construit, ou que c'est pas forcément, ça peut pas être aussi court, il y a la question du comment ça se fait qu'on n'a pas les plans? Donc, parce qu'on les a pas trouvés. En fait, oui, tout à fait. C'est sa seule réponse, quoi, on les a pas trouvés. Ouais. Il y a pas de complot. Et c'est aussi parce que, c'est notamment parce qu'on vit dans une société de l'archivage à l'extrême, où tout est consigné par écrit ou par vidéo. Aujourd'hui, on est vraiment dans un système où tout est archivé, toute trace d'un échange ou d'une production va être gardée. Sur Internet, tout est consigné dans des serveurs. On peut retrouver tout et n'importe quoi de ce qu'ont écrit, fait ou lu les gens sur Internet. On peut tracer un historique extrêmement précis de tout ce qu'on a fait. Les mails sont conservés. Aujourd'hui, dès qu'on fait quelque chose, on le sauvegarde sur des disques durs, on le sauvegarde dans des archives papier pour les endroits où on en trouve encore. Bref, le fait qu'on n'ait pas trouvé de traité d'architecture à proprement parler en Égypte ancienne, ça paraît aberrant. Parce qu'une civilisation qui a autant donné d'importance à l'architecture et à la monumentalité en général,
les pyramides, mais aussi les temples, les colosses, les obélisques, les palais, etc. Enfin, vraiment, l'Égypte est liée aussi au gigantisme des monuments et de l'architecture. Et le fait qu'on n'ait pas trouvé de traité au sens où on l'entend aujourd'hui, où on nous donnerait des mesures, des façons de construire, des plans, etc., ça paraît aberrant. On a trouvé des documents totalement insignifiants au regard du grand public, des documents d'administration, ce genre de choses. Par contre, quelque chose qui nous donnerait la réponse à comment a-t-on fait les pyramides, ça on n'en a pas. Et ça, pour beaucoup de personnes qui n'ont pas de background scientifique particulier ou qui ne vont pas voir plus loin, c'est aberrant, et du coup, il faut bien qu'on donne des réponses. Puisque les historiens ne peuvent pas les donner, eh ben, on va se tourner vers ceux qui utilisent des méthodes différentes, qui, a priori, donnent des résultats, même si on sait ce que sont ces résultats. Par exemple, espérons que le papyrus de Merer sera mis à jour au grand public, en espérant que Pierre Talla acceptera mon invitation et viendra nous en parler. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est partie des documents qui sont absolument extrêmement... nous apprennent énormément de choses, en l'occurrence. Ouais, les papyrus du Wadi El Jarf, c'est clairement un pas énorme fait dans la bonne direction, en tout cas pour ce qui est des pyramides, de la même manière que les fouilles à Atnoub, notamment dirigées par Yanis Gourdon, c'est aussi un pas vraiment important qui est fait dans cette direction. Et oui, ce serait génial que Pierre Tallet vienne sur ta chaîne, et je l'encourage vivement à participer, parce que c'est une personne d'une érudition incroyable, et je suis sûr et certain qu'une interview du professeur Tallet par toi donnerait un résultat vraiment génial. Et on a un deuxième monument entre guillemets qui est le Sphinx, le fameux, le grand, le nez cassé. Ouais, le Sphinx a donné lieu aussi à tout un tas d'hypothèses. Alors évidemment, on pense tout de suite à son nez, et ça, les hypothèses vis-à-vis de son nez cassé, ça remonte déjà au Moyen-Âge. L'hypothèse qui revient le plus dans les textes médiévaux, c'est notamment qu'il a été défiguré par un personnage, alors un calife, certains textes disent pharaon pour reprendre un terme un peu ancien et issu du grec, qui s'appelait Souride, et qui aurait construit les pyramides, ou qui tantôt aurait participé à des expéditions en Égypte. C'est assez complexe. Mais il y a tout un lot de personnages comme ça dans les textes médiévaux, notamment, qui incrimine certains califes, ou en tout cas certains gouverneurs musulmans, évidemment, qui auraient défiguré le Sphinx pour stopper les cultes païens qui étaient encore rendus à cette statue, pour notamment des questions de fertilité des terres par les paysans de Giza. Plus récemment, on a évidemment l'hypothèse de Napoléon Bonaparte a fait canonner le Sphinx pendant l'expédition d'Égypte. C'est une hypothèse qui a eu un énorme succès pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on voit bien que ce n'était pas le cas, puisque des représentations du Sphinx sans le nez bien antérieures à la campagne d'Égypte existent, donc c'est évident que chronologiquement ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est une hypothèse qui a eu un grand succès, notamment vis-à-vis d'une décrédibilisation de l'image de Napoléon et de l'intervention française en Égypte. Et plus récemment, on a tout un lot d'hypothèses autour de la construction même et de l'âge même du Sphinx, en dehors du nez en lui-même. C'est de quand date cette statue et qu'est-ce qu'elle fait là. Voilà. Et notamment, l'une des hypothèses les plus souvent reprises par la pseudo-science, c'est le Sphinx date d'une époque bien antérieure à l'Ancien Empire et à la 4e dynastie. Et en fait, il remonterait à des temps antédiluviens, donc que même la Bible n'a pas intégré, et serait là l'œuvre d'une civilisation, bon, certains parlent encore une fois d'extraterrestres, mais sans aller jusqu'à parler d'extraterrestres, serait en tout cas l'œuvre d'une civilisation si ancienne qu'on n'en a conservé aucune trace, ou presque, et soit qui aurait enseigné aux Égyptiens ensuite comment construire les pyramides, leurs statues et compagnie, en gros, il leur aurait enseigné leur savoir, soit d'une civilisation disparue à l'époque de l'Égypte ancienne et dont les Égyptiens se seraient réappropriés les monuments. L'Atlantide, quoi. Ouais,
En fait, voilà, ils seraient arrivés, les Égyptiens, ils auraient vu le sphinx construit par une civilisation qu'on ne connaît pas, et ils l'auraient retaillé à l'effigie de leur propre roi, ou en tout cas vis-à-vis de leur propre canon artistique et idéologique. Mais en fait, le sphinx aurait 10 000 ans, 15 000 ans, peut-être 20 selon les hypothèses. Et c'est dû notamment aux traces d'érosion qu'on retrouve sur le corps du sphinx. Érosion qui, selon certains, sont dues à des pluies diluviennes, justement, d'où la construction antédiluvienne. Le déluge biblique aurait alors recouvert le plateau de Giza, évidemment, comme la plupart de la Terre, et aurait créé ces marques d'érosion sur un sphinx qui aurait survécu à ce déluge et qui aurait donc ensuite été réemployé par les Égyptiens. Bon, évidemment, la réalité, elle est complètement différente. La réalité, c'est qu'il a été recouvert de sable à de très nombreuses reprises, que le sable a fait son œuvre, que de l'eau a pu s'infiltrer aussi dans ces couvertures de sable et qui a donc aggravé ces marques d'érosion. Bref, il ne faut pas forcément aller chercher dans des civilisations inconnues pour avoir des idées de ce qui s'est vraiment passé. Mais encore une fois, on retrouve cette idée de quelque chose que l'histoire officielle nous cache, notamment par manque de sources et de preuves, mais en gros que l'archéologie officielle ne voudrait pas révéler parce que ça remettrait en question on ne sait quelle théorie officielle véhiculée par la science. Et voilà, c'est encore une fois cette fascination pour ce qui va en dehors des circuits traditionnels et qui permet de répondre à des questions sur lesquelles les égyptologues sèchent, c'est-à-dire qui est le commanditaire du sphinx, même si certains disent Khéops, Képhren, qui sont les deux challengers les plus probables pour la construction. Mais puisqu'on ne peut pas répondre avec certitude à qui est le commanditaire et comment est-ce qu'ils ont fait dans les moindres détails pour créer ça, associé au gigantisme de la sculpture, évidemment, c'est toujours plus facile d'aller chercher du côté de civilisations disparues qui auraient eu une intelligence ou une technologie supérieure qui leur aurait permis de faire ce genre de réalisation qui paraît impossible à faire pour les anciens Égyptiens qui, dans l'esprit de beaucoup, étaient de simples paysans ou de simples maçons avec des outils rudimentaires. Très primitif au final, qu'en fait. C'est ça la conception. Et évidemment, là, on retrouve quelque chose dont on parlera peut-être après, mais on retrouve quelque chose de plus grave que simplement de la pseudoscience. C'est que dire que les Égyptiens à l'époque avaient des outils rudimentaires et qu'ils étaient incapables de construire ce genre de choses, ça provient aussi de théories en partie racistes qui veulent qu'un peuple africain et ou sémitique ou moitié-moitié n'a absolument pas pu construire ce genre de choses, puisqu'ils sont d'une intelligence inférieure, ou en tout cas d'une intelligence primitive comparée aux Grecs et aux Romains qui nous ont apporté notre civilisation moderne. Donc on rejoint en fait tout un faisceau de théories autrement plus graves que simplement des hypothèses farfelues, et qui là va piocher dans des relents colonialistes qui sont beaucoup moins... qui prêtent beaucoup moins à sourire que certaines hypothèses qu'on a pu citer précédemment. Et du coup, face à confronté justement à ces théories qui en font rire plus d'un d'ailleurs, au final, ça a quoi comme impact sur la science, sur la discipline d'égyptologie ? Alors, un impact, ça en a un, bien évidemment, parce que n'importe quelle personne qui fait des études d'égyptologie ou travaille dans le milieu académique en égyptologie ou en archéologie même en général, a un jour été confronté, sans aller jusqu'au complotisme, en tout cas à des gens qui se posaient des questions sur notamment les pyramides, mais autre chose aussi, et des questions auxquelles on ne peut pas forcément répondre. Donc la discipline a pendant longtemps un petit peu mis de côté tous ces amateurs, ces passionnés, ou en tout cas ces personnes qui posaient des questions. Ils ont longtemps été mis de côté parce que, on considérait qu'on n'avait pas que ça à faire de perdre du temps et de l'énergie à expliquer à des gens qui ne sont pas du milieu les tenants et les aboutissants de telle ou telle chose. Pendant très longtemps, les disciplines académiques, et notamment l'égyptologie, ont été des disciplines plutôt bourgeoises, plutôt réservées à un secteur de la société très particulier, et on n'allait pas s'abaisser à expliquer aux tout venants les détails de ce qui fait notre discipline.
Heureusement, depuis quelques années, quelques décennies même, ça évolue, et dans le bon sens, heureusement. Et on le voit avec la vulgarisation historique en égypto, mais aussi en dehors, qui n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui, notamment en France. L'explosion des chaînes YouTube, des blogs, etc. Aujourd'hui, on n'a plus peur, ou en tout cas, on n'a plus de problème avec le fait d'expliquer, de vulgariser la science. Et c'est une excellente chose, bien évidemment. Donc le premier impact de ces hypothèses, c'est que ça a développé tout un mouvement de démontage de ces hypothèses qui a permis de développer aussi la vulgarisation historique et l'accès des connaissances scientifiques au grand public. Ce qui est une très bonne chose, parce que plutôt que de laisser le champ libre à ces pseudo-chercheurs de vérité qui en fait ne font que vendre du rêve et du complot au grand public, ça permet aux chercheurs de s'emparer de cette question aussi de la vulgarisation et de proposer du coup un travail d'explication, d'explicitation de meilleure qualité et sourcé, académiquement sourcé. Et c'est notamment ce que tu fais avec l'interview des différents professeurs et des chercheurs que tu as sur ta chaîne, c'est que tu permets de montrer que les égyptologues ne sont plus enfermés dans leur entre-soi à partager juste leurs connaissances entre chercheurs dans des colloques très très fermés, etc. Mais qu'en fait, les chercheurs maintenant n'ont plus peur d'aller au-devant du grand public pour expliquer en des termes simples des choses qui pourraient paraître extrêmement compliquées. Donc le premier impact, c'est celui-ci. Et évidemment, le deuxième impact, qui lui est moins rigolo, en tout cas moins positif, c'est que ça permet à toute une catégorie de personnes qui sont consommatrices de ces pseudo-hypothèses de pointer du doigt de façon encore plus virulente l'archéologie et l'histoire officielle, comme ils disent, parce que bon, l'histoire officielle, ça veut rien dire, ou en tout cas, ça renvoie à des choses qui sont autrement moins intéressantes méthodologiquement que l'histoire qu'on pratique à l'université. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a aussi l'effet inverse, c'est que autant d'un côté, on a de la meilleure vulgarisation, autant d'un côté, on a aussi tout un pan qui considère que tout ce qui sort de la bouche d'un chercheur est automatiquement biaisé parce qu'il participe d'un système et d'une vérité officielle qui ne serait pas la vérité. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai eu un commentaire que j'ai dû supprimer parce que un peu virulent, qui disait justement, de toute façon, l'égyptologie européenne n'est qu'une grande farce. Et effectivement, avec ce genre de commentaires, bon, en plus, je veux dire, il n'y avait rien dans la vidéo qui menait à ça. C'est la vidéo avec Bénédicte, donc pour te dire, il n'y avait rien qui menait à ça. Il n'y a pas besoin. Voilà, et donc c'est vrai que c'est là que je me suis fait la réflexion de il suffit de rien, quoi. Tu vois, il suffit de rien du tout. Ah bah ça, des commentaires de ce type, moi-même j'en ai un bon paquet, et dès qu'une vidéo sort sur l'Égypte, mais sur plein d'autres périodes de l'histoire en fait, il y a toujours des personnes qui vont venir et qui vont nous accuser d'être au service d'un système. Quel est ce système? Bon, on ne sait pas trop. Des fois, c'est juste le système de manière générale. Des fois, on nous accuse de réécrire l'histoire au profit de l'Occident et au détriment de l'histoire de l'Afrique. C'est notamment tout le mouvement afrocentriste. Ouais, ah oui, absolument. À des fins idéologiques et politiques. Moi, j'en ai eu beaucoup, des commentaires comme ça, comme quoi je modifiais volontairement les noms des Égyptiens et que je ne parlais pas de leur couleur de peau parce que je voulais pas dire qu'ils étaient noirs, etc. Même si on sait aujourd'hui que c'est complètement faux, mais c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est là qu'on voit l'effet aussi pervers de ces hypothèses qui véhiculent de fausses idées sur l'égyptologie. C'est que autant plus de gens vont aller s'intéresser à la vraie égyptologie, celle que nous on fait et qui est fondée sur des arguments et des documents contemporains qui nous permettent d'avoir une véritable idée de ce qu'était l'Égypte ancienne, autant d'un autre côté, il y a toute une catégorie qui se radicalise encore plus et qui va s'enfermer de plus en plus dans leurs croyances et dans leurs pseudo-croyances à propos de l'Égypte ancienne, et qui du coup va dénigrer systématiquement ce que les égyptologues et les vulgarisateurs et vulgarisatrices font ensuite de leur côté. Et au final, ils vont se braquer encore plus dès qu'on essaye de démonter leur pseudo-hypothèse, parce que ça crée un trouble et une dissonance qui leur est insupportable. Et donc, quand on a cette dissonance, rien de plus facile que d'accuser la personne qui l'a créée, en l'occurrence
l'histoire officielle, d'après leurs propres mots, qui voudrait cacher on ne sait quoi et qui s'évertue à garder secret des connaissances, même si on ne sait ni qui, ni pourquoi, ni comment. Et d'ailleurs, il y a des chaînes sur YouTube qui sont spécialisées dans le démontage d'idées reçues et de fausses théories et hypothèses autour de l'Égypte ancienne, en partie pour certains, mais pas que. Il y en a aussi qui font du débunkage de toutes sortes de fake news et de fake en général. Pour ce qui est de l'Égypte ancienne, je recommande notamment la chaîne qui s'appelle Passé recomposé, qui a traité des principaux documentaires, des gros documentaires autour des pyramides, comme celui de Jacques Grimaud et celui de Krasniqi à propos des lentilles géantes dont je parlais tout à l'heure. Donc la chaîne Passé recomposé qui fait vraiment un travail remarquable là-dessus. Et la chaîne Temps mort qui a fait aussi beaucoup de démontage de mythes et légendes autour notamment des pyramides, mais pas seulement, de pas mal de choses archéologiques. Et puis de façon plus large, là c'est vraiment des grosses chaînes YouTube avec beaucoup de public, mais qui font un travail méthodologique que je trouve assez indispensable pour lutter contre ces fausses idées. C'est Defecator, qui vraiment a un nom de chaîne un peu particulier, mais qui fait un travail que je trouve vraiment génial. Et la Tronche en biais, qui font, je pense que certains connaissent, ils sont deux et ils font un travail sur tous les biais cognitifs et tous les mécanismes qui font que les pseudo-hypothèses, la pseudo-science a autant de succès. Et qui donnent évidemment des outils pour lutter contre ça et pour ne pas se laisser attraper. Donc voilà, ces 4 chaînes-là, je pense que pour les personnes qui s'intéressent à la pseudo-science et aux façons dont on peut démonter tout ça, c'est vraiment des chaînes à aller visiter sans aucun souci. Et ça va mener à quelles dérives du coup? Ça mène à des grosses dérives, parmi lesquelles en particulier? Oui, alors déjà tout à l'heure, là, on parlait un petit peu du fait que ça radicalise certaines personnes qui sont contre l'histoire officielle de manière générale, mais au-delà de ça, il y a un article de Marianne qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Jacques Grimaud, qui est le réalisateur de La Révélation des pyramides, un des plus gros documentaires sur les pyramides, enfin faux documentaire sur les pyramides qui est sorti en 2010 je crois. C'est un documentaire qui est très long hein, déjà, ça fait 2 heures je crois, quelque chose comme ça, avec des interviews d'archéologues comme Jean-Pierre Adam par exemple, mais dont le propos est complètement détourné pour servir un argumentaire complotiste extrêmement grave, parce que non seulement déjà il raconte absolument n'importe quoi, c'est scientifiquement aberrant, mais il a eu des millions de vues et il a créé tout un réseau de disciples et de personnes qui suivent ça. Et Jacques Grimaud a développé, l'article le montre bien, a développé une emprise psychologique sur les gens qu'il a convaincus avec son documentaire. Et c'est là que c'est autrement plus grave que simplement quelques hypothèses qui font du mal à l'égyptologie, parce qu'au fond l'égyptologie elle va s'en remettre, c'est pas bien grave. Là où c'est plus grave, c'est quand ces personnes se servent de leur soi-disant connaissance et de leur soi-disant savoir pour développer une véritable emprise sur une communauté qui dérive en des pratiques sectaires. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, alors dans des proportions plus ou moins graves, mais ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, et c'est là que c'est absolument dramatique, et c'est pour cette raison qu'il faut absolument lutter contre ces fausses idées, parce qu'on ne peut pas laisser des populations qui n'ont peut-être pas accès à un savoir académique de base, on ne peut pas laisser ces personnes se laisser embrigader par des gens qui peuvent soit être de bonne foi, mais juste raconter n'importe quoi, ou carrément être en fait des personnes qui se révèlent être des gourous de secte, en quelque sorte, et qui profitent d'une soi-disant érudition, pour embarquer avec eux des personnes fragiles, mais pas forcément. Il y a des personnes qui n'ont pas spécialement de passé problématique, qui se retrouvent embarqués là-dedans parce qu'ils sont convaincus et qu'ils pensent que cette personne détient une certaine vérité et se dresse contre un système qui serait a priori mauvais. Et cette dénonciation de la science officielle qui peut parfois partir en dérive sectaire,
c'est quelque chose qui est extrêmement grave et là qui dépasse le cadre juste d'un débat entre historiens. Là, on tombe dans quelque chose où il faut que nous, historiens, démontions la partie scientifique du propos, mais où il faut aussi qu'on dénonce ces personnes qui s'avèrent être plus que de simples illuminés en quelque sorte, mais qui peuvent parfois être de véritables charlatans et faire tout un business autour de ça, et embarquer avec eux tout un tas de personnes qui vont se retrouver dans des situations précaires. Et puis c'est d'autant plus grave que selon ce que tu dis, si j'ai bien compris, les égyptologues qui ont été interviewés n'avaient aucune idée de la direction que ce reportage allait prendre. Donc d'une part, leur travail était complètement utilisé et à mauvais escient, et je ne sais pas si ça a été le cas, mais il y a peut-être dû avoir une répercussion sur leur image aussi. Oui, tout à fait. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Alors, sur leur image de manière générale, mais après, au fond, ça reste des scientifiques qui ne sont pas forcément des rockstars, donc ils n'ont pas forcément d'image publique à défendre. Par contre, ça pourrait leur être préjudiciable, même dans le milieu académique, parce qu'ils se retrouvent associés à quelque chose qui est absolument scandaleux. Et notamment, je prends le cas de Jean-Pierre Adam, parce que c'est le plus notable, et c'est quelqu'un qui est assez connu quand même dans le milieu de la vulgarisation. Lui-même a été interviewé a posteriori par des gens qui ont démonté le documentaire, et en fait, il a expliqué que les quelques phrases qui sont conservées sont une infime partie du développement construit qu'il a fait pendant l'interview. C'est un procédé classique, hein. On fait une interview de 20 minutes, on garde quelques petites phrases, quelques petites punchlines qui vont dans notre sens. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Hein. Voilà. Je vais faire ça. Et on montre que l'archéologue, qui est donc une personne reconnue, dit la même chose que nous, alors qu'au fond, il dit strictement l'inverse. C'est comme si tu gardais de notre entretien toutes les phrases où je dis « les pyramides sont faites par les extraterrestres », le sphinx a 10 000 ans, etc., que tu les sortais du contexte, que tu faisais un best-of avec ça et que tu disais, bah, vous voyez, même les égyptologues le disent. Et donc en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là où il y a quelque chose qui m'agace dans cette malhonnêteté, c'est qu'après on retrouve des personnes comme le youtubeur Squeezie par exemple, qui a, je sais plus, peut-être 15 millions d'abonnés, quelque chose comme ça, qui prend ce documentaire pour argent comptant, aussi parce que dedans, on a des professionnels, des scientifiques, qui participent, j'allais dire contre leur gré. Ils ont accepté l'interview, mais ils ne savaient pas ce que ça allait donner à la fin, ils se sont vraiment fait avoir. Et donc, le fait que des personnes avec une telle influence sur Internet prennent ça pour argent comptant et diffusent ensuite à un public plutôt jeune, hein, quand même, hein, son public il est quand même très jeune, et donc automatiquement plus ou moins influençable sur ces questions-là, parce qu'il va prendre pour acquis ce que la personne qui a soi-disant fait des recherches va dire. Et c'est là qu'on tombe dans des choses qui sont aussi extrêmement graves, c'est que à force d'essayer de légitimer ce genre de choses en détournant de leur contexte certains propos, on arrive à une légitimation de ces documentaires qui pose problème et qui rend le travail de démontage encore plus difficile. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de chercheurs, du coup, sont réticents au fait de participer à ce genre d'interview parce qu'ils ne savent pas où est-ce que ça va se retrouver. Et s'ils ne connaissent pas la personne qui produit le documentaire, ils peuvent se dire, bah moi je préfère dire non, et donc me protéger, mais laisser la place à des gens qui sont peut-être moins honnêtes et moins recommandables. Donc c'est là qu'il y a aussi un équilibre à trouver qui est extrêmement difficile quand on est un chercheur et qu'on ne veut à la fois pas mettre son image en jeu dans son métier, ce qui est tout à fait légitime, mais qu'on ne veut pas laisser la parole à des personnes qui sont susceptibles de raconter n'importe quoi sur soi-disant des connaissances qu'ils ne sortent d'on ne sait pas où. Je vais juste faire une parenthèse pour Squeezie. Du coup, je fais un petit peu mes recherches et donc il avait reconnu effectivement qu'il s'était laissé avoir par le reportage, et donc il a présenté ses excuses justement à son public, et il a dit quelque chose comme justement cela montre bien qu'il ne faut pas croire les choses de prime abord, quoi. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il a eu ce repentir entre guillemets une fois que beaucoup d'égyptologues et de vulgarisateurs historiques lui sont tombés dessus en expliquant que non, tout ce qu'il a dit c'est n'importe quoi, qu'il s'est fait avoir comme un bleu en suivant aveuglément ce documentaire. Le problème, c'est que le mal est fait. Parce que autant la vidéo qu'il va produire, où il va dire que ce documentaire est juste,
va faire 5-6 millions de vues, autant le tweet ou l'erratum qu'il va produire par la suite va peut-être faire quelques centaines de milliers de retweets, de likes, etc. Mais d'une part, c'est pas suffisant, et puis c'est trop tard. Le mal est fait. Quand on a son pouvoir d'influence, une fois que la vidéo est publiée, c'est trop tard. Donc c'est bien qu'il ait fait ce travail lui-même de reconnaître ses erreurs. Parce que c'est pas tout le monde quand même. Exactement, et c'est pour ça, faut le reconnaître, c'est vrai qu'il a accepté la critique et il en est venu à la conclusion que oui, il avait fait une bêtise, donc c'est bien de le reconnaître, mais malheureusement, il aurait dû se renseigner en fait dès le départ, et au moment de faire sa vidéo, se tourner vers des gens qui font de l'histoire, et même s'il voulait prendre des gens célèbres, ne serait-ce que Nota Bene, qui est le plus grand vulgarisateur historique français en termes d'abonnés, avec un peu plus d'1 million, il aurait très bien pu lui poser la question à lui, et même si Nota Bene n'est pas un égyptologue, il aurait tout de suite dit à Squeezie que ce documentaire était foireux parce que c'est connu et reconnu sur Internet depuis des années. Donc c'est aussi le problème, c'est que il y a un manque de recherche et il y a un manque comment dire, on ne pousse pas assez la recherche quand on veut voir si quelque chose est vrai ou pas, et on se contente un petit peu de prendre pour acquis tout ce que nous raconte la première personne qui fait un joli montage. Absolument, c'est pas suffisant, c'est trop facile, et c'est pour ça que quand vous regardez une vidéo qui parle d'histoire, regardez aussi les sources. Absolument. Okay. S'il n'y en a pas, ou qu'elles ne sont pas des sources de confiance, des articles scientifiques ou des choses faites par des chercheurs, automatiquement, il faut tout de suite qu'il y ait quelque chose qui s'allume dans votre esprit et qui dise « Oula, attention, warning, les sources sont foireuses ou inexistantes, donc il y a une forte probabilité pour que ce que je sois en train d'entendre ne repose sur rien. » Voilà. Et donc c'est un des éléments principaux du vulgarisateur sur Internet, c'est mettre à disposition ses sources et, si possible, de véritables sources qui se reposent sur des argumentaires solides et étayés par, si possible, des travaux scientifiques au maximum. Oui, et puis de toute façon, clairement, de toute manière, c'est pas facile de savoir où chercher. Rien que quand on fait son master, on se rencontre en fait. Réussir à trouver là où sont les sources, c'est un gros travail. Donc effectivement, c'est important, enfin c'est pour ça que j'ai fait la chaîne entre autres, c'est important d'avoir accès aux sources et les chaînes de vulgarisation ou les interviews, etc. En l'occurrence, sur des thèmes précis, ça permet en fait d'avoir accès à ces sources, sans avoir à passer des heures à chercher, à lire, etc. Et c'est tout l'intérêt de la vulgarisation historique sur Internet, justement, c'est que ça met à la disposition du plus grand nombre un travail de synthèse à partir de sources qui sont de base complexes à trouver, mais aussi complexes à comprendre parfois. Il faut bien reconnaître, un article scientifique, c'est pas sexy, c'est pas attractif. Pour quelqu'un qui vient pas du milieu académique, et même parfois pour nous les chercheurs, il n'y a rien de plus rébarbatif et de plus pénible que de lire un article scientifique qui est peut-être très carré, mais qui a une forme presque robotique. Donc c'est clair que pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, on va pas aller lire toutes les publications du CNRS ou que sais-je, parce que oui, ça s'adresse à un public qui est fait pour ça, qui a été formé pour ça. Donc c'est là tout le travail de la vulgarisation, et c'est pour ça que c'est bien que depuis quelques années, même les plus grands chercheurs s'initient et se mettent à vulgariser, à faire des conférences, à participer à des vidéos comme les tiennes, bref, qu'ils s'ouvrent au grand public de manière générale, parce que ça permet de légitimer un propos qui, cette fois, est scientifiquement fondé. Voilà, quand ce sont de grands noms de l'égyptologie qui parlent, on les écoute parce qu'on sait que ce qu'ils racontent, c'est le fruit d'années de travail, de dizaines d'années de travail parfois, et que donc ce qu'ils disent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le remettre en question parfois, mais en tout cas, on peut leur faire confiance sur certains éléments parce que ce sont des spécialistes et que les recherches qu'ils ont menées sont fondées sur des argumentaires solides, historiquement, archéologiquement, méthodologiquement et tout ce qui s'ensuit. Et donc, cette vulgarisation, le fait que le milieu académique s'y ouvre de plus en plus et de façon de plus en plus large, c'est évidemment quelque chose qu'il faut encourager, et c'est évidemment quelque chose qui ne peut avoir qu'un impact positif sur la discipline, même si certains diront que ça peut tirer vers le bas ou je ne sais quoi, ou ça peut casser un entre-soi qui a mis longtemps à se construire. Moi je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif et qu'il faut encourager au maximum, même auprès des étudiants, parce qu'il faut aussi que la discipline universitaire parvienne à se renouveler si elle ne veut pas
se ratatiner au final et connaître un petit peu les problématiques qu'elle peut connaître parfois de manque d'intérêt à droite et à gauche des décideurs qui font que les moyens sont réduits en conséquence. Montrer que le grand public s'y attache toujours et que la production scientifique intéresse toujours un grand nombre de personnes, c'est aussi bénéfique bien évidemment pour les scientifiques eux-mêmes. Donc voilà, le fait que tu invites des grands chercheurs à parler sur la chaîne, et je ne m'inclus pas dedans bien évidemment, Si, il faut que tu t'inclues dedans, hein. Voilà, mais en tout cas, ça démontre bien que l'intérêt est grandissant et que les égyptologues eux-mêmes reconnaissent que ça a de l'intérêt, alors que c'est quelque chose qui n'était pas spécialement reconnu peut-être 20 ans en arrière. Bon, c'est parce que aussi c'est parce qu'on ne fait qu'évoluer avec Internet aussi, donc on a accès à des concepts et des outils auxquels on n'avait pas accès avant aussi. Je pense que ça permet aussi d'accélérer la chose. Oui, bien sûr, et c'est à la fois un effet positif, comme tu dis, de pouvoir partager et d'accélérer le processus de compréhension de l'histoire et de transmission de l'histoire, qui est un élément très très important, comment on transmet l'histoire, mais ça a aussi un effet pervers qu'avec le développement des fakes, des théories complotistes, etc., les réseaux sociaux, YouTube, etc., participent autant de la transmission de l'histoire telle qu'elle devrait être enseignée, puisqu'elle repose sur des arguments scientifiques, mais elle développe aussi la transmission des fausses connaissances et de la pseudo-science. Et c'est un débat sans fin, hein. On pourrait parler des heures des réseaux sociaux et de YouTube pour l'histoire. Le côté pile, le côté face, hein, bien évidemment, c'est comme pour tout. Mais c'est vrai que Internet est un merveilleux outil pour transmettre la connaissance, de la même manière qu'il est un outil catastrophique pour le développement de théorie. Ouais. On va essayer d'y remédier. C'est le but. Bon, ça fait partie de notre travail, tout à fait, et c'est très bien qu'on soit de plus en plus nombreux à le faire. C'est évidemment quelque chose qu'il faut encourager, et donc il faut continuer le plus longtemps possible. Et quand on voit que le public est au rendez-vous, c'est d'autant plus motivant pour continuer à partager notre passion et nos connaissances. C'est ça, absolument. Eh ben merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, ou est-ce qu'on a fait le tour? Voilà, moi on a fait le petit tour. Pour l'invitation, c'était un grand plaisir. Pour moi, et puis c'était vraiment sympa de faire une petite interview sur un thème différent de celle qu'on a d'habitude. Et donc, effectivement, là, ça a moins parlé de l'histoire de l'Égypte en elle-même, mais c'est important aussi, quand on aime cette histoire, quand on est passionné par cette histoire, de réfléchir un petit peu à ce qu'il y a derrière et à la façon à la fois dont elle est écrite et de la façon dont elle est parvenue jusqu'à nous maintenant, avec toutes les dérives que ça comporte. C'est aussi important d'avoir ce travail d'historiographie et d'épistémologie, parce que sans ça, les disciplines historiques et scientifiques en général n'existeraient pas. Donc voilà, il y a tout l'arrière du décor et des coulisses qui sont tout aussi fascinantes que l'histoire qu'on a ensuite dans les livres à la fin. C'est ça. Et donc j'avais un petit peu rapidement parlé de toi dans la dernière vidéo. Donc je remettrai le lien, mais donc Simon a donc une chaîne qui est le Pharaon, et je t'encourage 1000 fois à aller voir ses vidéos, à le suivre, à liker, comme je vous dis au début de mes vidéos à moi. C'est vraiment chouette, et il fait ça par thème, et je crois que le dernier c'était sur les hiéroglyphes. C'est ça, la toute dernière vidéo en date, c'était sur le déchiffrement des hiéroglyphes, dont la deuxième partie devrait sortir dans pas trop longtemps normalement, si tout se passe bien. Mais oui, voilà, pour l'instant, je prends des grandes thématiques, le règne d'un pharaon, la chronologie égyptienne, les hiéroglyphes, etc. Mais je n'exclus pas à l'avenir de rentrer dans des thématiques beaucoup plus précises, comme la femme en Égypte ancienne, la vie quotidienne en général, la vie, la mort, etc. Mais en tout cas, voilà, merci de mentionner ma chaîne, c'est vraiment... écoute, c'est tout à fait normal entre youtubeurs. Voilà, on se file des petits coups de pouce. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Simon. Merci Laetitia. Et j'espère à bientôt. À bientôt et bonne continuation. Merci toi aussi.